Et c'est à toi. Donc, c'est la soirée de traitement avec notre cher ami Pierre Friga, qui va nous faire le traitement de notre cible du mois. Donc, je ne sais pas laquelle tu vas choisir dans ceux que tu avais fait, là. Mais donc, on va traiter ça sous Photoshop. Puis, Pierre nous a fait, il a la gentillesse de nous donner du temps ce soir pour nous montrer ses techniques. Donc, on va prendre le temps d'écouter ça. Puis, je voudrais remercier aussi Damien Lemay qui nous prête son Zoom pour la soirée. Donc, sur ce, je te laisse la parole. Normalement, tu devrais être capable de directement transférer ton écran. Je t'ai mis co-animateur. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Ce soir, je vais vous parler de la méthode que j'ai peaufinée au fil du temps pour le traitement de mes photos en astrophoto, d'astronomie, là, des photos de type le ciel profond. Tout d'abord, je vais quand même vous décrire brièvement la personne que je suis, puis mon cheminement de carrière pour vous aider un peu à comprendre mon profil un peu délinquant là, en astrophotographie. OK. Bon, j'ai une formation d'analyste en informatique finissant à l'Université Laval en 1977. Donc, on remonte à l'époque où est-ce que c'est pas tout le monde qui savait, qui connaissait le terme là, informatique. Donc, ça nous donne une idée. J'ai travaillé les 10 premières années de ma vie professionnelle à informatiser des applications de génie forestier. Là, c'était vraiment passionnant. Mais après 10 ans, c'était devenu comme un peu trop facile. Alors, je suis déménagé à Trois-Rivières pour prendre le poste de directeur du département du logiciel chez Célibec, où j'avais une vingtaine là, de programmeurs et d'analystes là, dans mon équipe. Après 10 ans encore, OK, je traversais de l'autre côté. Dans la compagnie, il y avait une autre division qui œuvrait dans les applications informatiques relatives aux tests sur les produits de papier pour l'industrie là, des pâtes et papiers. Durant cette période-là, j'ai eu à utiliser beaucoup Photoshop pour simuler puis valider les concepts de test. Puis j'ai par le fait même sillonné les usines des pâtes et papiers, puis j'ai été mis en contact à ce moment-là avec une problématique importante qui existait sur différentes sortes de papier, puis pour lesquels il n'y avait aucun test qui existait pour le mesurer. Par un concours de circonstances dont je vais passer les détails, j'ai eu un flash qui, sur un concept là, qui permettait de créer un appareil de test qui serait capable de mesurer le problème. Donc, j'ai quitté la compagnie pour laquelle je travaillais, puis j'ai consacré du temps à créer l'appareil de test en question, puis ensuite le commercialiser dans l'industrie des pâtes et papiers. Ce test, là, qu'on appelle l'InView, il est doté d'un système de vision. Donc, ici, on parle de caméras avec système spécialisé de capture, d'un logiciel assez complexe que dont j'ai développé des modules de traitement d'images, d'analyse d'images. J'ai développé des algorithmes, entre autres, de détection de formes complexes dans les images. Je suis quand même assez familier avec ce qu'on pourrait appeler le traitement d'images. Donc, j'ai même développé dans ces années-là un système de flat field, sans savoir que ça existait là, comme ailleurs, comme par exemple en astrophoto. Puis encore là, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup Photoshop pour valider, puis pour faire des prototypes là, sur les algorithmes de traitement. Donc, le traitement d'image, les pixels, les bits and bytes, puis tout ça, je suis assez familier avec ça. Donc, puis en parallèle avec tout ça, j'ai toujours été un maniaque là, de photographie. Toute ma vie, à 13 ans, j'ai monté une chambre noire dans le sous-sol chez mes parents. Puis plus tard, j'ai même monté un laboratoire couleur que j'ai opéré pendant une bonne quinzaine d'années. Jusqu'à l'apparition du numérique, là, à partir du moment où le numérique était performant. Donc, en tant que tel, c'est un domaine avec lequel j'avais quand même beaucoup là, de facilité à travailler. OK. Fait que, puis, autant je peux être travaillant au niveau professionnel, je suis un peu paresseux au niveau personnel. Ça se reflète sur mon approche en astrophotographie. Bon. Donc, pour ce qui est de mon expérience, j'ai finalement juste 2 ans d'expérience en astrophotographie.
Parce que mettons, la dernière année, j'ai absolument à peu près rien fait. J'ai commencé il y a 3 ans, mais on parle là, de 2 ans d'expérience. Puis, je me suis initié à l'astrophotographie en pleine pandémie. Donc, à peu près peu de possibilités de mentorat sur le terrain. C'est sûr que je suis de nature plutôt autodidacte, donc ça a été quand même moins problématique. Donc, je me suis équipé sans trop consulter. Je suis conscient qu'à ce moment-là, j'ai pris des chances là, de me tromper solidement. J'ai choisi mon équipement en fonction de mon caractère paresseux. Donc, j'ai opté pour un tube avec une ouverture de 2,8. C'est un tube qui devait être léger, facilement portable. Puis, la même chose que la monture en tant que telle. OK. Donc, bon, rappelez-vous que je suis aussi paresseux. Quand j'ai dit je suis paresseux, là, ça aussi, ça se reflète là-dedans. J'ai opté pour une caméra couleur. Je ne fais pas de dark, je ne fais pas de flat, d'offset. Donc, c'est sûr que ça prenait une caméra là, qui n'avait pas de hand glow. Puis, j'utilise les IR pour le pilotage des sessions. Puis, je travaille maintenant aussi sans guidage. J'utilise Sequator, comme je disais tantôt, pour l'empilement. Donc, je n'utilise pas PixInsight, je ne l'ai jamais utilisé encore. Je n'ai pas été initié à ça non plus. Puis, donc, oui, je le sais que c'est un petit peu hors norme, mais j'ai beaucoup de plaisir à jazzer manuellement avec des images là, dans Photoshop, puis avoir évolué. Ce que j'aime, c'est de voir évoluer dans la direction que je souhaite là, au fur et à mesure que l'image, au fur et à mesure que j'applique un truc là, dans Photoshop. Donc, avant de passer au traitement, je vais vous montrer une photo de mon équipement. Donc, je vais prendre contrôle de l'écran. J'imagine. Qu'est-ce qu'il faut que je sélectionne ici? Share. Ouais, normalement, dans ça, exactement. Ah, est-ce que vous avez accès à mon écran? Ouais. OK. Donc, je vais vous montrer ici une photo de mon équipement. OK. Donc, ça, c'est un Sharpstar 150 HNT. C'est un miroir hyperbolique de 420 mm de focale, puis d'une ouverture 2,8, comme je disais tantôt. La caméra, c'est une 2600 MC Pro. Puis, je pilote le tout là, avec la ZR. J'ai une monture de Ioptron, qui est la 26 EC. EC, le E étant pour le contrôle et la mesure et la correction d'erreurs périodiques en temps réel. C'est ce qui me permet maintenant de faire de la photo sans guidage. Donc, ici. Mais tu as quand même une caméra de guidage, Pierre. Oui, elle est là parce que je l'utilisais au début. Mais maintenant, là, depuis environ là, 1 an, dans la dernière année, je l'ai à toute fin pratique pas utilisé. Et, Pierre, tu n'as pas vu de différence? Non, même que j'ai des meilleurs résultats. Ah, bon. Oui, j'ai des meilleurs résultats parce que probablement, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être une petite bataille entre le guidage puis ma monture qui, elle, corrigeait l'erreur périodique de son côté. Fait que c'est ça qui s'est produit. Donc, ici, je vais faire un petit résumé là, de la méthode avant d'en arriver dans le traitement comme tel. Comme je vous disais tantôt, j'utilise Sequator, qui est pour l'empilement, qui est un logiciel très, 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 très basique. Vous allez voir tantôt. Ici, ça, c'est l'interface de Sequator. Une fois que j'ai sélectionné mes images que je voulais traiter, étant donné que je n'ai pas d'image de noise ou de vignetting puis tout ça, je n'ai juste à cocher High Dynamic Range puis Remove Dynamic Noise
et je passe ça. C'est très, 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 très rapide. Fait que, donc, ce que j'utilise après ça, c'est Photoshop. Oui, c'est un logiciel payant. Et j'ai des plugins aussi que j'utilise via Photoshop, c'est AstroFlat Pro, qui permet de faire d'éliminer le vignettage lumineux s'il y en a. Puis Star Spike Pro pour ajouter des fois des aigrettes. Puis j'utilisais aussi Focus Magic, mais j'en utilise un autre depuis un certain temps qui est un logiciel gratuit dont je vais vous parler tantôt, qui est un peu l'équivalent de Blur Exterminator là, dans PixInsight. Bon, juste pour vous donner, je parlais tantôt d'Astro Flat Pro, qui permet là, d'équilibrer la luminance là, sur la surface sur toute la surface de l'image. Des exemples ici, là, supposons qu'on peut prendre une image comme ça, puis avec Astro Flat Pro, on peut obtenir ce qu'on a à côté. Même chose, ça c'est un autre exemple. OK, donc le workflow se résume à ça. Excuse-moi, Pierre, juste une petite question. Auras-tu le même résultat si tu aurais pris des flats plutôt qu'utiliser ce logiciel-là? Je pense qu'en utilisant ce logiciel-là, effectivement, c'est la raison pour laquelle je peux m'éviter d'utiliser des flats, OK. de faire des flats. Mais il y a des traitements que je fais et que je ne l'utilise pas du tout non plus, mais que j'ai quand même pas besoin. Je n'ai pas de flat non plus, puis que j'obtiens des résultats là, quand même très, très, très satisfaisants. OK, merci. Je pense que la 2600 MC à ce niveau-là est très, très performante. Puis, je pense aussi que mon tube travaille bien à ce niveau-là. Fait que jusqu'à date, j'en ai pas jamais senti le besoin de dire, je me suis jamais dit j'aurais dû en faire ou j'aurais dû faire des flats, ça irait mieux. Ça a toujours bien été de ce côté-là. Donc, c'est ça. La caméra 2600, elle a-tu un capteur avec une matrice de Bayer? Oui, Donc, un bleu, un rouge, deux verts, c'est ça? oui, OK, merci. je crois bien, oui. OK. Bon, d'utiliser Sequator, il y a un désavantage à ça, c'est qu'on ne peut pas utiliser les fits, il faut les transformer en TIFF avant. Mais il y a un outil dans le Asia Studio qui permet de le faire, qui permet de le faire en batch ou une à la fois. J'aime bien le faire une à la fois. Ça me permet de voir les photos une après l'autre, puis effectivement d'éliminer s'il y en a qui ne sont pas à mon goût, de faire un ménage manuel. C'est un peu plus long que de le faire en batch, mais quand on a le temps, j'aime bien le faire. Donc, on dit qu'après ça, bon, je fais le stacking avec Sequator, puis j'utilise Adobe Photoshop. Puis, je fais le retrait des étoiles avec StarNet++, version 2. OK? Donc, ça, c'est l'interface dans le IC Studio pour convertir les fichiers en TIFF, les bruts. Puis ça, c'est l'interface dans Sequator, comme j'avais montré tantôt. Donc, ça, je ne ferai pas nécessairement de démonstration là, pas à pas dans ces choses-là, parce que c'est tellement simple, puis c'est pas vraiment ça là, pour l'instant qui est intéressant pour nous autres, mais plus le traitement comme tel. OK? Fait que, donc, ici, on arrive dans le traitement avec Photoshop. Donc, je vais fermer ça. Puis, démarrer Photoshop. OK? Donc, il va falloir que je tasse les petites photos là, de tout le monde. Je vais y aller autrement.
OK. Donc, ici, dans Photoshop, j'ai loadé l'image que j'ai obtenue après l'empilement dans Séquateur. Donc, c'est quand même assez flat comme tel. C'est une image de base. Fait que la première étape que je fais, OK, c'est que je vais appliquer un petit stretch qui est généralement autour de 10, puis 1,10 environ. J'essaie, si je regarde avec la preview, j'essaie d'obtenir, bon, c'est sûr que je vais rehausser la nébuleuse comme telle, mais j'essaie toujours d'obtenir un ciel un petit peu plus noir d'une fois à l'autre. Donc, dans ce cas-ci, ça va être, mettons, 1,5, 1,5, comme ça. C'est juste un exemple. OK. Puis, je me suis automatisé une action. Là, je voulais vous montrer comment je le fais, mais je me suis automatisé une option pour l'appliquer, mettons, quelques fois. Jusqu'à ce que j'obtienne, sans trop la stretcher, mais un ciel qui dégage quand même assez les étoiles, de façon à ce que, quand je vais faire le retrait des étoiles, ils vont être faciles à identifier par le logiciel. Donc, ce que je fais, c'est que je sauve cette image-là. OK. Je l'envoie dans un logiciel qui s'appelle StarNet. Qui est ici. OK. Mon fichier, je l'appelle toujours DSO. OK. C'est l'image que j'ai sauvée ici, là, qui est tout simplement la même. OK, qui est ici. Mais je l'ai appelé DSO de façon à pouvoir utiliser une commande déjà préprogrammée. Alors, je pars ça, puis le retrait des étoiles va se faire. J'ai utilisé celui qui est Star Exterminator aussi. Puis, d'une fois à l'autre, j'ai toujours obtenu un résultat un peu plus propre avec StarNet. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des trucs là, avec Star Exterminator qui seraient supérieurs. Mais dans mon cas, j'ai fini par opter finalement par StarNet. Parce que le résultat était toujours, en tout cas dans ce qui me concerne, un peu plus propre. Donc, je vais arrêter le traitement, puis je vais aller chercher l'image que j'ai obtenue en faisant ça. C'est pas long. Ici. Okay. Donc, ça, c'est mon image une fois que les étoiles ont été retirées. Donc, ça, c'est l'original. Ça, c'est celle qui a été retirée. Donc, pour créer mon layer d'étoiles, je vais aller chercher, ce ne sera pas long. Je vais aller chercher mon image originale. Okay. Donc, ce que je fais, attendez un instant, ce ne sera pas long. OK. OK, donc ça, c'est mon image originale. Puis ça, c'est celle sans les étoiles. Donc, si je vais sur mon image originale, puis je fais Image, Apply Image,
Je m'en vais ici, je sélectionne le DSO Starless, l'image Starless, puis je fais la différence. Donc là, ce que je viens de faire, l'opération, c'est la différence entre les deux images. Donc, on sait que la différence entre les deux images, ce sont juste les étoiles. Donc, normalement, je vais sauver cette image-là. OK. Et puis, je vais la copier, la sélectionner, la copier, revenir sur mon image point d'étoile. Je vais copier ça par-dessus. Mais je vais donner comme statut, je vais le mettre en screen. Ce qui fait que je viens de rajouter mes étoiles, mais dans une couche différente. Donc, je vais pouvoir tout faire les traitements subséquents directement sur l'image sans étoiles. OK. Puis, ce que je fais généralement, rendu à ce niveau-là, je vais dans les niveaux. Et quand on clique la pipette du centre, puis qu'on vient sélectionner un endroit qui est supposé d'être gris ou d'être noir, d'une couleur neutre, on voit qu'il va appliquer ça à l'image. Donc, c'est une première correction là, générale de couleur qui vient d'être faite. Sans nécessairement que ça soit final, on vient de corriger là, s'il y avait une tendance, si l'image avait une teinte autre que la teinte naturelle, ben à ce moment-là, ça vient d'être corrigé. Bon, là, ce que je peux faire encore rendu à ce niveau-là, je vais encore rehausser les niveaux. Je vais y aller à la main aussi pour donner un peu plus de... OK. Donc, c'est rendu là, OK, que je peux faire d'appliquer ce que je parlais tantôt, le logiciel pour remplacer les flats, là, qui est Astro Flat Pro. OK. Donc, s'il y avait à l'origine un défaut au niveau du vignettage là, de lumineux, bien, à ce moment-là, il vient d'être corrigé ici. Bon. Puis là, ce que je fais, là, ce que je n'ai pas encore fait, mais ce que je fais normalement à peu près à toutes les étapes, je vais j'irai sauver mon image, mettons, je dirais 0,1, etc. À toutes les étapes, là, je ne l'ai pas fait là, cette fois-là pour sauver du temps, mais à toutes les étapes que je fais, je sauve mon image, de façon à ce que si j'ai à reculer, j'ai toujours une version d'image précédente. Puis si j'applique, comme là, je ne l'ai pas fait non plus, mais je fais un duplicata d'un layer quand j'ai à travailler dessus. De façon à ce que je puisse vérifier. Par exemple, supposons que je m'en viens ici, puis j'applique encore des niveaux. Bien là, je vois ce que je viens de faire. Donc, je vais canceller ce que je viens de faire, là, parce que je ne voulais pas... OK. Donc, vous voyez à peu près où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis on peut toujours vérifier si je vais l'appeler. Mon layer, je vais l'appeler star, ça, pour être capable de le reconnaître. Donc, en tout temps, je peux vérifier qu'est-ce que ça donne avec les étoiles. Bon, enfin. Bon. Puis, un outil que j'utilise vraiment régulièrement, à partir de là, c'est
le Camera Raw de Photoshop. Ça, c'est un module qui vient à part. Par contre, je vais l'appliquer sur le background. Qui est l'outil principal que je vais travailler, que je vais utiliser à partir du moment où je suis rendu à cette étape-là. OK. Principalement, je vais utiliser les curves. OK. Fait qu'à partir d'ici, on peut jouer avec juste les lights, les highlights, les darks, puis le shadow. Donc, c'est avec ça là, qu'on peut jouer avec la courbe pour obtenir les résultats qu'on veut. OK? Avant, après, avant, après. OK. Je vais cliquer sur OK. Puis je peux aussi réappliquer la même chose, voir si on s'en va dans la bonne direction. Fait qu'on voit qu'on commence à faire sortir pas mal là, les nébulosités. Puis cet outil-là permet aussi, je vais vous montrer, d'aller travailler sur les couleurs quand on va dans le Color Mixer. Ici, supposons que je vais zoomer là-dessus pour mieux voir. OK. On peut jouer avec la direction des couleurs. Comme ici, là, je suis sur les rouges, là, je travaille juste sur les rouges. Vous voyez l'effet que ça fait? Même chose sur les oranges. Donc c'est facile d'adresser juste une couleur en particulier. Les jaunes, la même chose. On voit l'effet que ça a. Ici, les verts, même chose. On voit qu'on passe facilement de l'aqua ou du vert au bleu avec ça. Puis également, on peut jouer avec la saturation par couleur. Donc, vous voyez là que, puis également avec la luminance pour chacune des couches aussi de couleur. Donc, vous voyez que c'est facile là, de travailler à un seul niveau, pour une seule couleur en tant que telle, puis d'avoir un contrôle quand même assez précis dessus. Ça, Pierre, c'est un outil qui est dans Adobe Photoshop. Oui, oui. Quand on va ici dans Filtre, Camera Raw. Ça, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Là. Je ne suis pas allé encore en détail, mais il y a des choses vachement intéressantes dans ça au niveau pour des corrections, mettons, d'aberration, mettons, si l'image est déformée dans les coins ou des choses comme ça. OK. Donc, là, ce que je vais faire pour faciliter la suite, puis rendre ça plus intéressant, on va travailler juste sur la chauve-souris. On va faire un crop. Puis, on va le tourner là, dans le sens anti-horaire pour avoir une image comme ça, un petit peu plus intéressante là, à travailler parce que ça va mieux à l'horizontale qu'à la verticale. On a une meilleure vue. OK. Donc, à partir de là, on peut continuer à faire des rehaussements dans l'image avec les courbes. On peut. Les dark, ça, c'est les teintes là, un peu plus foncées, mais qui sont quand même, là, qui font partie de. On n'a pas encore rien. On commence à avoir quelque chose là, à ce niveau-là. Vous voyez ici, là, au niveau des highlights. Il faut toujours surveiller ça aussi pour ne pas, à un moment donné, brûler une partie là, de notre signal.
OK. Donc, vous voyez à peu près le genre de traitement qu'on peut faire là, avec ça. OK. Puis également, un outil qui est pas mal intéressant dans le Camera Raw, dans les basics, c'est Dehaze, qui enlève un peu comme si s'il y avait de la brume. On va le voir un peu ici, là. Si on fait avant, après. Avant, après. OK. Bon, maintenant, ici, je vais aller chercher l'image que j'avais. OK. Cet après-midi, à peu près la même chose, mais après quelques travaux de rehaussement. OK. Je vais. OK. Donc, on est rendu à un niveau où est-ce qu'on a pas mal le signal qu'on veut avoir là, avec la nébuleuse les nébuleuses comme telles, mais la problématique se fait être au niveau des étoiles. Parce que si on va un petit peu plus loin dans les étoiles, on se rend compte que ici, on a ce problème là, de chroma. Donc, j'utilise un outil pour ça, OK, qui s'appelle Star Tool, que je vais démarrer ici. Donc, je vais aller chercher ma couche d'étoiles. OK. Que j'ai sauvé en PNG. OK, donc je lui dis que ce n'est pas une image linéaire, c'est une source RGB, et j'active pas le tracking. Donc, je retrouve mes étoiles ici. Je vais faire deux opérations avec ce logiciel-là. Le premier, je vais réduire les étoiles. OK? Donc, ce que je vais faire, là, il a sélectionné automatiquement mes étoiles, mais moi, je me suis euh, trouvé des settings différentes qui sont celles de base. Ici, je fais l'élimination des halos s'il y en a, si jamais il y en a. Ensuite de ça, s'il y a du glow autour également là, des étoiles. Fait que là, le traitement il est parti pour une couple de minutes. Je vais le laisser aller. Je vais aller chercher, parallèlement à ça, je vais aller chercher la suite. Donc, je vais vous faire grâce de tout le déroulement qui prend environ quelques minutes de plus. Oups, j'ai fait une étape de plus. J'ai fermé Photoshop. Je vais aller le rechercher.
Je suis désolé pour le délai. OK. Donc, ici, je suis allé chercher mon nouveau layer d'étoiles. Bon, j'ai réduit les étoiles, puis également, dans la deuxième étape que je ne vous ai pas montré, mais qui serait sensiblement la même chose que ce qu'on vient de faire, j'ai appliqué un outil qui s'appelle, toujours dans Star Tool, qui s'appelle Star Repair. Fait que, si vous voyez ici, là, les étoiles sur lesquelles il y avait du crowbar, puis sur lesquelles il y avait un problème d'élongation d'étoiles dans les coins, ben, ça a été corrigé. Donc, je trouve que c'est un outil là, vachement intéressant qui travaille très, 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 très bien, à mon avis. Et on va dans l'autre coin ici. C'est un outil gratuit, Pierre? Oui, oui, c'est gratuit. Alors, vous voyez que les étoiles ont été très, très bien corrigées. Donc, ça complète pas mal le tour d'horizon du traitement comme tel. C'est sûr qu'il y a des étapes pour lesquelles je suis allé couper un peu court là, en tant que tel, mais ça ne donne pas nécessairement grand-chose d'aller dans les détails là, comme tel. Ici, c'est vrai, je ne vous ai pas montré l'étape où est-ce que j'ai corrigé effectivement la couleur sur l'oxygène, le O3 ici, qui était un petit peu trop verdâtre. Je suis allé ici. Oups. Toujours mieux d'y aller sur la nébuleuse. On va y aller aussi ici. J'étais allé dans le Color Mixer. C'est à ce niveau ici que j'ai joué avec les aquas. Il était à peu près comme ça tantôt, le O3. Je l'ai ramené ici pour qu'il soit un petit peu plus proche du bleu. Puis c'est ça que ça a donné. Ici, on voit des aigrettes. Ça, c'est un plugin que j'ai. Supposons juste pour les besoins de la cause, je vais sélectionner quelques étoiles. Puis, je vais appliquer. Je vais l'appliquer de façon isolée, là, mais normalement, je l'applique sur toute l'image, mais vous allez voir comment on procède. C'est Star Spike, OK, avec lequel, pardon, on est mieux d'y aller quand même avec le layer d'étoiles, ça va toujours mieux. Ce logiciel-là nous donne le contrôle total sur la quantité, autrement dit, le nombre qu'on veut avoir là, pour limiter, là, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des spikes, là, des aigrettes partout sur les étoiles. L'intensité, la longueur, l'angle, le nombre de pointes, le sharpness, etc. Il y a un paquet d'options. OK. Est-ce que tu peux choisir sur la dimension des étoiles que tu veux l'avoir? Oui, normalement, c'est sur les plus brillantes et les plus grosses. Au fur et à mesure qu'on augmente ici, comme tu vois ici, là, il en sélectionne plus. Mais là, on voit
au fur et à mesure, selon la quantité qu'on va mettre ici, lesquels il va choisir. Comme là, je dis, voilà, ça serait beaucoup trop, là. OK, fait que donc, j'y vais juste comme ça, c'est pas, par exemple. Fait que là, puis là, étant donné qu'il travaillait juste dans la section que j'avais sélectionnée pour les besoins de la cause, bien là, à ce moment-là, on voit qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a créé, qu'il a créé l'aigrette. Comment tu l'appelles déjà, le logiciel? Il s'appelle le Star Spike Pro. C'est fait par Digital Pro Software, le même qui fait AstroFlat Pro. Il y a Star Spike Pro. Ça, pour les liens de tout ça, tu me les envoyeras, puis je vais les ajouter dans la vidéo YouTube en clic, là, fait que ça va être facile pour tous les programmes que tu utilises. On pourra tout faire un résumé de ça dans la vidéo. Oui, avec plaisir. Ça, j'imagine que c'est payant, ça, ces plugins-là. Oui, ceux-là, oui, mais c'est une fois, puis après ça, ben, tu l'as, c'est à vie. Mais effectivement, c'est un logiciel payant. Par exemple, j'ai déjà des aigrettes parce que ça permet de les modifier. Les spikes, là? Oui. Euh, oui, parce que souvent, avec un Newton, quand il y a des aigrettes, ils sont assurés. Oui. Assurés. Fait que ce que je fais, c'est que je crée une aigrette comme ça, mais par-dessus. Pour venir enlever la différence de couleur. Oui, c'est ça. Puis, étant donné qu'on peut jouer avec l'angle, supposons que je vais faire un test ici. Je vais en sélectionner une qui en a déjà. OK. On va y aller. OK. Donc, on va aller zoomer sur cette étoile-là. Là, ben, supposons qu'on va rajouter une aigrette par-dessus. Puis, étant donné qu'on a l'angle, ben là, à ce moment-là, on peut venir la matcher sur celle qui existe déjà, là, qui est naturelle là, par le Newton. Et ça, c'est vraiment merveilleux, là. Oui. Oui, parce que c'est vraiment tannant, des fois, ce hachurage-là qui a des couleurs dedans. Ouais, ou des fois, moi, j'ai changé mon porte secondaire, puis ça fait que mon aigrette est quand même un petit peu plus épaisse. Serais-tu capable de rejouer sur ça un peu aussi? Oui, on peut jouer comme ça. Bon, ben, ça va me coûter de l'argent, là, Pierre. Ouais, puis, Mais ce que je retiens beaucoup, c'est que moi, en tout cas, personnellement, dans mon workflow, j'utiliserais peut-être plus Photoshop pour venir jouer les couleurs après, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de contrôle, puis c'est beaucoup plus facile que de faire 1 million de masques dans PixInsight, là. oui, peut-être, je ne connais pas PixInsight, mais effectivement, comme tu as vu, c'est relativement facile. Avec le Camera Raw Filter, là, Vraiment plus poussé et plus précis en le faisant comme ça. Fait que j'ai mes petites idées, je pense que j'ai quelques images que je vais retravailler pour essayer de faire des tests. ben, tant mieux si ça peut donner des idées. Ah, ça c'est sûr, j'en ai plein. On va y retourner dedans juste pour le fun, pour regarder ça plus. Oh, Mais Pierre, Star Pike Pro, c'est un logiciel autonome. oui, c'est-à-dire que c'est un plugin. Est-ce qu'il se fait en logiciel autonome? Je ne sais pas, mais je sais que je l'ai acheté sous forme de plugin pour mettre dans Photoshop. C'est pour ça que je l'appelle directement à partir de Photoshop. OK. Comme euh, Noise Exterminator, c'est vrai, j'ai sauté cette étape-là, mais vous la connaissez déjà pas mal. Rendu à un certain. D'ailleurs, je ne l'ai même pas fait encore là-dessus. Ça veut dire que. Parce que je peux appeler Noise Exterminator directement à partir de Photoshop. Je viens de me rendre compte, je viens de penser que je ne l'ai même pas fait encore. Je vais vérifier, voir si j'ai du noise dans mon. Parce que j'ai quand même stretché pas mal. Il n'y a pas l'air d'avoir de trop de noise. Mais ton Noise Exterminator, tu le fais au début ou à la fin de ton processus? Je le fais habituellement plus qu'une fois en milieu de processus, puis des fois vers la fin, si j'ai stretché davantage, puis ça a généré du noise, à ce moment-là, je vais le refaire une autre fois. Des fois, je peux sélectionner juste une partie de l'image sur laquelle je veux le faire aussi. Si à un moment donné, il y a juste un coin de l'image qui a, par exemple, là, qui s'est créé du noise, ben à ce moment-là, je vais la sélectionner, comme par exemple. Puis ce qui est le fun, c'est que de la sélection,
on peut faire un feather. Select, modify, feather. Mettons, je lui dis répartis ça sur 200 pixels. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire un feather. OK? Ça veut dire que la sélection est progressive sur 200 pixels. Ça veut dire que si j'applique, par exemple, n'importe quel traitement sur l'image, elle va se faire de façon progressive, autant vers l'extérieur qu'à l'intérieur, mais répartie sur 200 pixels, parce que là, j'ai dit 200. Feather en français sur une version francophone, ça serait. Plume, je pense. Ouais, feather, c'est plume, là, mais ça doit être progressif. Ça veut dire progressif. OK, je pose la question parce que je sais que des fois dans Photoshop, la transformation en français n'est pas toujours la même que dans le vocabulaire, que dans le dictionnaire. Ouais. OK. Par contre, elle va être à la même place. Ça va être, mettons, Modify. Feather, ça va être le dernier. Ou Shift F6. OK, merci. Ouais. OK. Fait que je trouve cette fonction-là, je ne sais pas si elle existe ailleurs, mais cette fonction-là est vachement intéressante parce que quand on applique des fois un traitement sur une partie de l'image, on veut, si la sélection est vraiment là, bien définie, mais ça peut être brutal pour, ça va paraître là, tandis que quand l'application du traitement est progressif sur tout le pourtour de la sélection, bien là, à ce moment-là, on ne le perçoit pas. Donc, on disait tantôt qu'on allait aller revisiter ici le contrôle des couleurs. Supposons comme par exemple, là, on voudrait travailler un peu plus là, sur l'hydrogène. Et à ce moment-là, c'est sûr que ça va être tout ce qui est concerné par l'orange et le rouge. Là, je suis allé en saturation. Maintenant, je vais en saturation. Puis, je vais rajouter de la luminance pour les deux. Mais là, on voit l'effet que ça a eu. C'est vraiment, là j'exagère un peu, c'est pas le traitement qu'on veut avoir, là, mais c'est pour montrer là, la possibilité jusqu'où on peut aller avec ça. Puis souvent, quand on joue avec le jaune, on a des belles surprises. Il y a des choses qui se passent à un moment donné ils vont faire révéler des portions dans la nébuleuse, dans les nébuleuses qui qu'on ne s'attendait pas à ça. Ce n'est pas nécessairement le cas là ici, là, mais ça peut arriver. Donc, c'est intéressant de voir jusqu'à quel point on a un contrôle là, sur toutes les palettes, toutes les palettes de couleurs. Là, juste pour l'info, tu as combien de temps d'intégration dans ce photo-là? Dans celle-là, je vais te dire ça. On va le voir ici. C'est 83 bruts de 3 minutes chacune. Donc 4 heures et 9 minutes. C'est bon. F2, ça aide. C'est vraiment là, pour quelqu'un qui est paresseux comme moi, là, c'est c'est vraiment appréciable. Non, c'est sûr que quand on peut, dans une nuit, là, mettons de 5 heures, aller chercher un 5 heures de capture à 2.8, là, c'est l'équivalent d'un 10 heures, mettons, à F4. À 4.5. Et d'un ciel Bortle 2 aussi. Oui.
Oui, ça, c'est du bonheur. Ça, c'est du bonheur, c'est le bordel 2. Pour info, tu n'avais probablement pas de filtre quelconque étant donné que tu es dans un Bordel 2. Oui, j'avais un dual narrowband. OK. J'utilise toujours, là, quand c'est une question de nébuleuse, là, comme ça, là, je suis pas mal toujours étant donné que j'ai une caméra couleur, là, j'y vais en dual narrowband, puis une seule prise. Puis lequel filtre tu utilises? Le NBZ. IDAF? IDAS NBZ. Dans mon cas, c'est nécessaire parce que j'avais le L-Extreme avant, avec mon premier télescope. Mais à 2,8, le L-Extreme, il ne performe pas bien parce qu'il est trop mince. La largeur de bande est beaucoup, beaucoup trop mince. Il fait beaucoup de halo versus le NBZ. Là. Oui, exact. Cool. Oui. Fait que je vais vous montrer quelques exemples de photos qui ont été obtenues là, avec un peu. Toutes les fois que je veux accéder à ça, est-ce que je veux mettre en full screen? OK, comme ça. OK. Ça, c'est des photos qui ont été obtenues là, avec ce type de traitement-là, là, directement avec Photoshop, puis avec empilement, empilement avec séquateur. Elle est débile, Orion. Là. Vraiment. Ouais. Wow. Ça, c'est les couleurs là, pratiquement naturelles là, que j'ai obtenues là, directement, un peu comme on vient de faire avec le voile. Dans le cas de ces nébuleuses-là, comme le voile puis celle-là, les couleurs sont déjà assez présentes dedans. Fait qu'on n'a pas à forcer la note ou à y aller parce que c'est le même cas pour celle-là, parce que je fais des traitements qui rappellent, qui donnent finalement une image là, de type SHO. Et ça, c'est à côté d'Andromède, là, il y a la petite M82, c'est ça, OK, qui est vraiment là, qui est tout petite à côté. Puis, j'ai réussi même à y faire sortir non seulement le cœur, mais des petites zones de formation d'étoiles ici. Au début, je pensais que c'était des artefacts, je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas correct. Je suis allé fouiller sur le net, puis effectivement, sur les photos de haute précision qui sont prises là, par les gros télescopes, on voit ces deux taches-là. Puis ce sont des petites zones de formation d'étoiles, ce qui est très rare pour des galaxies aussi petites que celle-là. Ça représente environ, je dirais, peut-être 10 à 15 d'une image originale. Fait qu'il y a eu du travail de fait au niveau du resizing puis du resampling là, en tant que tel pour avoir quelque chose d'aussi net. Ici, j'ai traité, ça c'est effectivement, là, on connaît le Pélican puis l'Amérique du Nord, mais j'ai fait deux versions. Une avec les couleurs assez naturelles telles qu'apparaissent, puis une autre que j'ai réussi à faire là, de type SHO, mais toujours avec les mêmes données. Mais à partir de cette image-là, dans Photoshop, j'ai obtenu ça. Justement avec le travail là, des couleurs, là, puis Ouais, juste en jouant avec tes couleurs, tu as été capable ouais, de ouais, faire avec le vraiment Camera différent. Raw Filter, oui. Ok. Mais ça a été tout un défi, par exemple. J'en ai passé des heures. OK. Ça, je pourrais vous montrer tantôt un peu les différentes photos
qui correspondent aux différentes étapes. On voit comment les couleurs évoluent. C'est effectivement, ça, c'était, je pense, probablement le travail le plus satisfaisant que j'ai eu à faire là, concernant le traitement des SHO à partir d'une image originale Photoshop. Ici, ça, c'est du signal pas mal. Ça, c'est une région là, très, très, très riche en hydrogène. Ça, cette nébuleuse-là est négligée. Je ne me rappelle plus exactement, c'est pas la grotte, celle-là, elle est juste à côté justement de l'Amérique du Nord puis du Pélican. Puis elle est très, très, très peu imagée. Puis pourtant, là, Dieu sait si elle est intéressante. Son nom, on va le savoir. C'est SH219. Ah, c'est une partie, ça, de la nébuleuse du Lion, la tête de Lion. Encore là, ça a été obtenu, ça, directement dans Photoshop à partir là, de l'image originale. Le fantôme avec beaucoup de poussière autour. La nébuleuse de la grotte. La Californie. Désolé de l'absence, de l'orage ici, hein. On n'a pas petit le courant. Ah oui, Ouais, ici, c'est la nébuleuse du spaghetti. Ça a demandé, je pense, à peu près 14 heures de capture à f.2, au à bout. f.8. Après la première nuit, j'ai fait un empilage rapidement parce qu'on ne voyait absolument, absolument rien sur les brutes. J'ai empilé puis j'ai stretché là, brutalement là, sans me préoccuper de la qualité du résultat pour venir à bout de voir quelques petits rayons ici. Fait que là, ça m'a confirmé que j'étais sur la cible. Alors, j'ai clenché là, une ou deux autres nuits là, de capture pour finalement avoir suffisamment de capture pour en arriver à quelque chose. Juste pour à titre d'information, là, ouais, une difficulté que je rencontre dans mes images, c'est quand il y a un dégradé dans les couleurs. Tu sais, comme je vois là, sur cette image-là, dans le rouge, tu as un dégradé qui donne un peu comme un effet 3D. OK, oui. Euh, Quand tu fais tes ajustements de couleurs, comment tu réussis à. Tu sais, OK. parce qu'on reste dans le rouge quand même, là, dans le rouge magenta, Oui. orange, là. Mhm. Comment tu réussis à. C'est pas au niveau des ajustements de couleur comme dans le jouant avec les courbes en tant que tel. OK. Puis, je vais retourner un petit peu dans Photoshop tantôt pour montrer un truc aussi, là, justement, pour sans, jouer sans savoir. À un moment donné, on ne sait pas quelle couleur que c'est. Donc, c'est une couleur des fois bizarroïde. Donc, c'est un combiné de deux couleurs. Fait qu'on ne peut pas arriver et dire je joue dans le orange ou dans le rouge. C'est Mais on ça, peut ouais. aller pointer en tant que tel. Je vais aller montrer ça tantôt. Dans le signe, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coins intéressants. WR134, ça, j'étais vraiment content d'avoir réussi à le faire sortir, hein. Ça, c'est une autre version dans la nébuleuse du cygne, mais je l'aime moins là, que celle qu'on a faite tantôt, là. Ça, c'est vraiment
c'est surtraité à mon goût, là, c'est pas. Oups. Oui, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, hein. Trop pousser les curseurs, c'est comme quand ton image est trop flat. Oui. On va aller pas là-dessus, mais on va retourner dans Photoshop. Comme ce que tu parlais un peu tantôt, tu as des dégradés là, dans le rouge ici. Là. Ouais, Mhm. Bon, ça, c'est un petit peu. Je vais aller dans toujours Camera Raw. OK. Puis, plutôt que d'aller directement là-dessus, on peut, en cliquant ici, aller se positionner sur une couleur puis la faire évoluer dans un sens ou dans l'autre. Comme par exemple ici, par là ou par là. ok. Comme ici, aller par là ou par là. Donc à ce moment-là, donc on voit qu'on a un contrôle quand même assez total là, sur les couleurs là, de façon là, vraiment là, une à une. Bon, pour en revenir un peu à ce que tu disais tantôt, on va aller dans les courbes. C'est la même chose ici. Plutôt que d'y aller par ça, on peut cliquer ici puis se positionner. Mettons que ces shadows-là, je veux les rehausser ou les baisser, bien là, j'y vais dans ce sens-là. Tout ce qui Ouais, correspond à ce niveau-là, puis je m'en viens ici, puis là, je peux le rebaisser. Autrement dit, je me suis trouvé à rehausser les couleurs qu'on a ici, là, les nébulosités. ok. Après, là, je peux y aller diminuer encore ça, mais je vais y aller, tiens, de façon un peu plus brutale, là, pour montrer l'exemple. Tiens, j'y vais comme ça. Là, je m'en viens ici. Fait que là, peut-être comme ça. Fait qu'on a, je m'en viens ici, dans les lights, je peux les baisser. Fait que là, on a un contrôle Ok. assez total là aussi. On a des outils pour corriger l'optique. Si, comme je disais tantôt, là, supposons qu'on a de la distorsion, du vignettage, etc. Si je vais juste donner un petit exemple, mettons, ouais, là, mettons, si j'avais du vignettage là, au niveau lumineux, je pourrais le corriger ici, autant dans un sens que dans l'autre. Si j'avais de la distorsion aussi. Ok. Parce que quand on travaille à 2,8, des fois, là, ça peut arriver. Dans les coins, il pourrait y avoir quelque chose. Quoique le tube que j'ai, il donne une image passablement plus grande que le capteur que j'ai, là, qui est un capteur APS-C, la grandeur APS-C. Est-ce que j'ai l'information de ça ici? Oui, je l'ai ici. OK. Il donne une image de 44 mm carré là, donc, quand je vais chercher avec un APS-C, à ce moment-là, on est loin de couvrir là, toute l'image. Donc, on a un champ quand même intéressant. Il donne 6 degrés de champ de vision. C'est un tube de carbone, donc très, très léger, puis très, 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 très stable au niveau thermique. Autrement dit, s'il fait 23 degrés ou dans le début de soirée, puis ça tombe à 10 degrés au petit matin quand il fait encore noir, j'ai jamais à réajuster de focus. Je n'ai pas à refaire le focus du tout. C'est très, 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 très stable. Sa collimation est d'une stabilité incroyable.
la collimation avait été faite parce que quand je l'ai eu, c'était dans le temps de la pandémie, fait que je l'ai fait venir d'Asie. Il est parti de Hong Kong. Il est revenu il est arrivé chez nous. La collimation est encore parfaite. J'ai voyagé pendant 1 an après ça. Bing bang, quand je vais à l'Acadouar, où est-ce que j'ai mon ciel 2, je vous garantis que il y a des courbes, puis il y a des côtes, puis il se fait bardasser le télescope quand je vais quand même un petit peu à une bonne vitesse. Puis 1 an après l'avoir eu, je ne l'avais pas encore fait de collimation. Puis je l'ai faite parce que je voulais vivre l'expérience, puis je voulais vérifier si c'était difficile ou facile à faire. Puis finalement, il pourrait ne pas avoir été fait de collimation encore à date, puis je pense que je n'aurais pas de problème. Il est très, 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 très stable là, à ce niveau-là. Puis pour la collimation, c'est ce que de David Astro m'a commandé. C'est fait par Sharpstar pour ces modèles, pour les tubes à grande ouverture là, comme le HNT, le 150 HNT. Fait que c'est intéressant ça aussi. Fait que c'est ça que ça donne là, comme résultat. Il pourrait encore avoir des améliorations, il pourrait avoir des petites choses à travailler, là, mais rapidement comme ça, là, c'est ce que ça donne. Il y a des trucs comme, par exemple, des fois, j'utilise pour donner un peu de rehausser des coins, certaines zones. Mettons, je vais le mettre la puissance à 50%, puis je vais appliquer ça sur les mid-tones. Si je m'en viens ici, vous voyez que ce qu'il y a ici, avant, après. Fait que, avant, après. Si je voulais faire ressortir davantage l'hydrogène qu'il y a ici, ben, on y va comme ça. Avant, après. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut dire, OK, si je vais y aller sur les shadows, les midtones ou les highlights. Si je vais sur les highlights, là, je pourrais tout brûler ça si je voulais. Là. Mais donc, c'est un outil aussi qui est quand même intéressant où on peut faire le contraire. Supposons que je vais sur les highlights. Je veux juste diminuer l'intensité de mes highlights. Ben, j'ai pu l'obtenir avec ça. Comme ça ici. Vous voyez le genre d'outils qu'il y a là, puis il y en a, on pourrait en parler longtemps de différents types d'outils, mais disons que ça couvre pas mal toutes les outils principaux qu'on peut travailler avec Photoshop. Puis je me suis même fait un outil de duplication. OK. Je m'en vais sur le layer des étoiles. OK. Ça, c'est les temples pour copier quelque chose. Là, je me suis fait justement, plutôt que celle qui est le standard, mettons, je m'en viens ici. Copie, je m'en viens ici. Puis là, je fais un coller. Mais supposons que j'ai une étoile ici qui est vraiment pas belle ou qui a quelque chose autour qui est indésirable. Je pourrais arriver, puis
avec l'outil que je me suis créé, l'outil d'étampe que je me suis créé ici. Je vais grossir un peu. Je pourrais arriver ici. Il dit copie. Je m'en viens ici. Là, je ferai un coller. Puis s'il y avait des choses indésirables, là, je suis juste autour, ben là, il serait parti. Mais là, l'exemple n'est pas très bon parce que l'étoile était déjà belle d'avance. Mais s'il y avait de la cochonnerie autour, ben là, à ce moment-là, elle peut être éliminée. Je m'en viens, c'est-à-dire que je m'en viens, supposons, je vais éliminer ça. Je vais me reprendre. Je m'en viens dans un coin. Je vais l'agrandir un peu. Où est-ce qu'il fait noir? Où est-ce que c'est noir? Je m'en viens ici. Là. Là, que je sois sur les étoiles. Je vais le rapetisser un peu. Fait que là, j'élimine, je pourrais à la limite éliminer facilement les aigrettes. Et si je le rapetisse un peu, j'en viens ici, puis là, je pourrais avoir une étoile relativement ronde, puis même encore plus si je veux. Là, j'en ai différentes grosseurs. Fait que si j'ai des étoiles à corriger, ben, je me sers de cet outil-là. Là, je pourrais effacer ça facilement, là, parce qu'il y a ici des aigrettes. Voilà. Je pense que je vais retravailler mon Photoshop. Je vais commencer à faire travailler Photoshop. Très belle présentation, Pierre. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, merci, c'était avec plaisir. Je vais stop share. C'est avec plaisir, ça a été agréable. Et si ça peut vous aider ou vous donner des trucs, là, des fois, c'est juste pour effectivement compléter ce qui a été fait avec PixInsight. À un moment donné, il y a du petit finishing qu'on veut faire dans Photoshop. Il y a des outils là-dedans qui peuvent être intéressants aussi, je pense. Un, un des, un des manquements dans PixInsight que je trouve, c'est que pour arriver à faire ressortir les couleurs qui soient plus punchées, qui soient plus attrayantes, c'est, comme je me disais tantôt, là, de faire plusieurs masques, puis essayer d'y arriver, c'est comme très laborieux. Oui. Mm-hmm. Plus que la méthode avec Photoshop, ça, c'est officiel, là. Puis je pense que ça va donner un meilleur rendu avec Photoshop aussi dans l'ensemble. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que moi, personnellement, jusqu'à date, je les terminais avec DxO, mais il y a moins de latitude dans DxO qu'avec Photoshop, ce que j'ai vu à soir. Là. DxO, je l'aime beaucoup, ça travaille bien. C'est facile de rehausser des couleurs, des choses, mais c'est plus difficile. Je fais attention à ce que je dis là, mais c'est plus difficile de travailler les courbes comme on a vu tantôt avec DxO. C'est plus difficile. OK. Moi, Alors, je peux-tu vous dire un commentaire? C'est sûr que moi, je suis un peu dans mes débuts là, dans tout ça. J'ai fait beaucoup d'astrophotos argentiques dans le temps, puis il y a eu un gap où j'ai pas fait d'astronomie, pas trop, puis je recommence avec la numérique. oui. Puis on ne parle que de PixInsight. Quasiment plus personne parle de Photoshop. J'ai étudié les logiciels, le logiciel par Adam Block. Qui se trouve à avoir à peu près 300 vidéos de 3/4 d'heure chacun. Là. Ça fait un an et demi que je suis là-dessus, comme on dirait. Puis des fois, il faut que tu reviennes en arrière parce que tu as perdu le fil. Ouais. Je vous dirais, c'est tellement compliqué avec PixInsight. Puis là, vous, dans Photoshop, le monde n'en parle même plus de Photoshop quasiment. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui assiste ce soir. Les gens pensent que Photoshop est mort, mais c'est tellement plus convivial, tellement plus simple avec Photoshop.
de beaucoup de choses que vous faites là, puis que moi, je le vois comment faire avec PixInsight, puis c'est un taponnage, là. Tu passes des heures à jouer sur, c'est pas des curseurs, là, c'est des petites courbes que tu déplaces, puis des fonctions avec PixelMath, puis tout ça, c'est incroyablement plus compliqué. Vous, ce que vous faites avec Photoshop, vos résultats sont extraordinairement beaux, puis ça a l'air tellement convivial comme paramètre d'utilisation. Les fonctions on dirait, c'est d'emblée, ça se fait comme d'automatisme, là. Tandis que dans PixInsight, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, là, puis il y a des choses extraordinaires, mais c'est complexe, c'est vraiment complexe. Puis ici, c'est beaucoup plus simple, puis mon Dieu que ça donne des beaux résultats. Hmm. Ben, tant mieux si ça peut Ben, moi, je vous vais aider. compléter, c'est Puis, sûr. oui. Ouais. Mhm. Hmm. Hmm. Personnellement, j'utilise surtout GIMP, mais avec ce que j'ai vu ce soir, je trouve Photoshop encore plus facile ou encore plus friendly là, comme utilisation. Là. J'ai trouvé ça intéressant vraiment. Là. Oui, c'est Ça quand même fait, assez intuitif, J'ai là. pour Photoshop, ouais. mais je n'ai pas vraiment utilisé beaucoup à date. Là. Mhm. Au niveau du prix, Pierre, c'est quoi, le Photoshop? Le, Le prix, le coût? Photoshop, maintenant, c'est comme un abonnement. OK, je pense que c'est une quinzaine de dollars par mois ou quelque chose comme ça. Mais je vais explorer parce que j'ai vu passer sur Internet là, semble-t-il, des équivalents de Photoshop ou des choses qui disent que c'est aussi bien que Photoshop, mais qu'on peut avoir gratuitement. Mais je vais quand même explorer pour savoir s'il n'y a pas des choses comme par exemple Camera Raw Filter. Là, c'est là où est-ce que tout se passe. Fait que s'il n'y a pas ça dans l'autre, ben dommage. Mais il y en a qui ont des versions de Photoshop là, qui ont gratuitement, qui sont capables OK. de jouer avec ça. Mais moi, pour l'instant, étant donné que je l'utilisais du côté professionnel pour mon travail, ben j'ai de payer la licence, c'était d'emblée. Là, tu sais, ça fait que ça C'est faisait de 12 à 25 piastres par mois selon les abonnements. Puis si on veut Lightroom avec ou pas, je viens d'aller voir. oui. Mhm. Mais effectivement, c'est pas très difficile à trouver pirater non plus. Oui. Oui. C'est juste, je sais pas si en pirater, on a l'option de rajouter les modules que tu as. Les Ouais. plugins. C'est ça. Mhm. C'est ça que je suis pas sûr. Moi non plus, je n'ai pas encore exploré ce Donc, côté-là. c'est En le tant que site, tel. c'est juste Photoshop. Pardon? C'est-tu des plugins qui peuvent être fonctionnels avec PixInsight ou c'est juste Photoshop, c'est-tu? Euh, pour certains, je ne le sais pas. Il y en a d'autres, là, effectivement, qui sont déjà qui sont déjà comme Russell Crowe. oui. Mais les autres, je ne le sais pas. Je vais vérifier, ce serait intéressant. Là. Mm. Mm. Comme Astro Flat Pro ou le Le Spike Pro Spike. aussi. C'est pas mal ces deux-là, je me demandais justement. On va faire mes petites recherches, mais de toute façon, ça s'installe bien dans Photoshop. Oui, oui, oui. C'est sûr que pour moi, l'utilisation de Photoshop, c'est simple, mais ce que je ne peux pas évaluer, c'est pour effectivement quelqu'un qui est moins habitué que moi dans Photoshop, jusqu'à quel point c'est convivial. Mais vous venez de me confirmer ce soir là, que ça semble être le cas, là, que c'est quand même assez relativement convivial, même pour quelqu'un qui est moins habitué là, que moi. Mm. Moi, je pourrais dire d'emblée que Photoshop, pour l'avoir utilisé longtemps, oui, la courbe d'apprentissage est quand même assez, assez abrupte, dans le sens que pour arriver à l'utiliser comme toi tu fais, là, faut y aller à peu près à tous les jours ou 2 jours. Faut y aller souvent pour être capable Hmm. de retenir les fonctions, quel outil utiliser pour tel traitement. Mais c'est un peu la même chose aussi avec tous les logiciels. Je peux vous Oui, dire, oui, avec PixInsight, là, je me mets dedans, là, je suis dedans à plein, là. Puis, faut que je le fasse, faut que j'y aille oui, assez régulièrement sans ça. Là. oui. C'est facile d'oublier un outil et d'oublier comment fonctionne tel outil.
Moi, je Oui. m'ai toujours dit qu'il fallait passer à Picking Site un jour, mais Claude, il m'a un petit peu, tu m'as un petit peu découragé dans le sens que Ben, c'est gros Pixinsight, là, c'est toute une affaire à apprendre. Moi, quand tu pars un peu à zéro, là, c'est pas convivial du tout au début, mais ça s'apprend, là. Il y a quand même l'ajout de Russell Crowe avec les Star Exterminator, Blur Exterminator, euh, il ajoute énormément, puis c'est des petits curseurs, ça, que tu déplaces. Mais c'est que PixInsight, ces fonctions-là, il les faisait, mais c'était tellement compliqué, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est sûr qu'avec, si on va dans PixInsight, il faut absolument prendre Russell Crowe, là, ces trois fonctions, là, parce que ça change tout, là. Mais n'empêche que quand tu regardes le côté intuitif puis convivial de Photoshop, c'est quelque chose. C'est vraiment impressionnant. Hmm. Oui. Dans Photoshop, à peu près tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'astrophoto, on l'a vu ce soir. On a fait Ouais. le tour. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a peut-être quelques petites fonctions là, que j'ai pas adressées, mais c'est vraiment pas grand-chose. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de l'essentiel, là. Ça fait que vous avez vu qu'il n'y en a quand même pas une tonne, puis c'est pas trop compliqué, en tout cas pour. les résultats sont là aussi, hein. On les Ouais. voit bien dans tes images, là. Mais Mhm. c'est quand même très bon, là, PixInsight, parce qu'avec Ah oui. WBPP, là, comment agencer toutes les images ensemble, là, les flats, les dark, les flat dark, puis tout ça, ça se fait dans une figure, là. On peut faire tout ça en Mhm. même temps. Puis ça travaille super bien. Mais il y a quelqu'un à apprendre. En tout cas, la courbe d'apprentissage est quelque chose, c'est Ah oui, sûr. c'est sûr. Loin de moi l'idée là, de dire que c'est meilleur que PixInsight ou que c'est ça. Au Hmm. contraire, PixInsight est beaucoup plus puissant que ce qu'on a vu ce soir, que Photoshop. Mais moi, pour mes besoins, Hmm. Ouais. je trouve que ça fait un job, ça le fait facilement. Fait que, Mais c'est sûr que c'est un excellent complément, là, ça, c'est sûr. Ouais. Hmm. Moi, j'utilise PixInsight, puis j'ai commencé à écouter les vidéos de Paul Paradis sur YouTube. Mhm. Il y a 4 vidéos de 1 heure, puis c'est avec ça que j'ai commencé vraiment à me débrouiller avec PixInsight. C'est d'excellentes vidéos. ah Ouais. oui. Vous voyez assez bien pour donner des résultats satisfaisants, là. Oui, absolument. OK. Oui. Oui. Ça, effectivement, d'avoir des bons outils là, de formation qui sont capables de synthétiser les choses puis de les présenter de façon relativement simple, puis de façon structurée, donc les choses dont on peut suivre la séquence après ou qu'on peut refaire nous-mêmes, ça aide beaucoup. C'est sûr qu'avec Adam Block, il va tellement dans les détails que des fois, on se perd un peu. Parce que lui, son intention à lui, c'est qu'on comprenne tout, comment il fonctionne l'algorithme. Ça fait que des fois, c'est extrêmement long, là. Il parle longtemps. Puis, par contre, quand on arrive au résultat final, on comprend énormément qu'est-ce qui se passe quand que le logiciel fait telle ou telle fonction. C'est sûr que, Mhm. mais c'est des heures. Hmm. Oui. Mais personnellement, pour avoir, comme Paul disait tantôt, euh, moi j'ai de la difficulté en anglais. Et je suis capable de lire, écrire, mais pour écouter quelqu'un parler, là, je vais avoir de la misère à le suivre, là, parce que ma Hmm. tête part ailleurs là, le temps que je l'écoute. Là. J'ai écouté Paul Paradis, j'ai vu les vidéos aussi de Christian Prou, Mhm. puis en français les deux, là, puis je dirais en quelques mois, là, je maîtrise pas tout dans PixelSite, loin de là, mais j'arrive à un résultat que je trouve satisfaisant, mais comme je disais tantôt, pour être capable de faire ressortir les couleurs, que ce soit plus chatoyant, Ouais. plus positif, là, amené jusqu'à présent, je suis allé, j'en ai fait quelques-unes dans Photoshop, mais j'avais de la difficulté. J'ai penché pour DxO, comme la dernière que j'ai sortie, là, sur la chauve-souris, je l'ai faite avec PixelSight. Je suis allé assez loin avec PixelSight. Je l'ai terminé avec DxO pour avoir un résultat que je trouvais satisfaisant.
Mais je m'aperçois que j'ai peut-être un petit peu trop poussé sur certains curseurs, mais quand même, je vais la réessayer avec Photoshop, là, juste par curiosité pour voir ce que ça va me donner comme résultat. Puis, si c'est bon, ben, vous allez l'avoir passé. Mhm. Est-ce que vous aviez d'autres questions, messieurs? Non, super C'est bon. intéressant, hein? Pierre, bravo. Ouais, Un vraiment bon. à toi, Pierre. Avec plaisir. Très bien, Pierre. Merci. Je m'en vais Merci beaucoup. essayer de mettre ça le plus rapidement possible. Si j'ai du Wi-Fi sur YouTube, faire le petit montage. Puis si tu peux m'envoyer, Pierre, s'il te plaît, les liens de ce que tu as Oui. reposté. Moi, je vais les mettre en corrélation dans la vidéo. C'est bon. Merci beaucoup. Merci Messieurs. beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'était avec Bye. plaisir. Merci, Pierre. Bonne soirée, bonne fin de soirée.